Un invité sur Bergerac 95, effectivement. Aujourd'hui, il s'appelle Jacques Delgorgue, qui nous rend visite pour nous parler d'une aventure, d'une expérience un tout petit peu originale, puisqu'avec son épouse, Pauline Delgorgue Deloy, il a réalisé une sorte de tour du monde à tandem. Une opération baptisée joliment Roule Tandem. Les premiers coups de pédale nous projettent du rêve à la réalité. Le tumulte des dernières semaines de préparatifs et la fatigue accumulée disparaissent peu à peu pour laisser place au désir de découverte, de rencontre, d'inattendu qui anime notre départ autour du monde. Il pleut! Bon ben là il pleut, alors on fait un petit break. Le dépaysement, faible jusqu'en Italie, commence à se sentir en Grèce. Nous y apprenons à maîtriser notre peur face aux chiens errants qui nous barrent la route puis nous poursuivent. Nous progressons avec excitation vers les confins de l'Europe et de l'Asie pour enfin entrer dans Istanbul, appelée la ville des villes. Du haut des minarets de la mosquée bleue surgissent le son de l'appel à la prière. Le chant des imams, amplifié par des haut-parleurs, devient vite familier et nous accompagnera pendant plusieurs mois jusqu'au Caire. De la Turquie à l'Égypte, les souks croulent sous une multitude de produits. Nous devons résister à la tentation d'emporter de l'artisanat local. Nous nous rabattons à chaque fois sur de l'indispensable, comme des galettes de blé, des sardines en boîte ou bien des fruits secs. Nous quittons Istanbul, traversons le détroit du Bosphore en bateau et entrons en Asie après 2 mois de voyage. Nous pédalons dans une campagne tranquille et sereine, loin de l'agitation urbaine. Nous découvrons un peuple profondément accueillant, gentil et toujours prêt à nous aider. En 15 jours, nous ne plantons la tente qu'une seule fois. Chaque soir, nous trouvons sans difficulté un toit pour dormir et un poêle pour nous réchauffer. Maisons, granges, roulottes, salles de prière et même commissariat, les Turcs ne nous ont vraiment jamais laissés dans le froid. Tous les soirs, malgré la fatigue, nous nous efforçons de remplir notre journal de bord. Nous savons que c'est l'unique solution pour garder intact le souvenir de notre aventure. تحبر القوس
Nous vivons même des rencontres étonnantes. Un jour, au bord de la route, un conducteur de bus n'hésite pas à s'arrêter pour nous faire échanger quelques mots avec ses écoliers. Chankara? I'm from Chaduri. Chankara? Chaduri? I'm from Chaduri. Ah, Shokan. You speak English? Yes. You speak Turkish? No. Au cœur de l'hiver, sur les hauteurs du plateau anatolien, le froid est encore plus vif et nous sommes rattrapés par la neige. Voilà, c'est notre premier jour de neige. Pour l'instant ça va, mais devant il y a un petit col à 1700 mètres qui nous attend. Mais qu'est-ce qui se passe, Pauline? Ça glisse. Nous affrontons les intempéries en nous équipant chaudement et en dotant notre tandem de pneus crantés, toujours soutenus par la bienveillance des Turcs. C'est dans cette ambiance que nous découvrons la Cappadoce. Cheminée de fées, habitations troglodytes, monastères, églises décorées de fresques, cités souterraines, témoignent de la vie qui régnait ici il y a près de 2000 ans. Sous son manteau de neige, ce paysage naturellement magnifique brille de mille feux et n'en est que plus somptueux. Nous traçons plein sud pour quitter les montagnes turques et ne pas risquer d'être coincés par la neige. Certaines routes sont coupées, mais à vélo il est désespérant de faire demi-tour. Nous préférons marcher dans la neige plutôt que de rebrousser chemin. On a dû passer les sacoches avant à l'arrière. Parce que là on a tendance à pas mal s'enfoncer. Il va falloir pousser. La gueule de ta sacoche. C'est la fin de la Turquie. Toutes nos affaires sont couvertes de boue. Nous quittons la Turquie, persuadés de trouver du soleil et de la chaleur de l'autre côté de la frontière. C'est un stéréotype bien ancré dans nos esprits d'Européens qu'au Moyen-Orient il fait toujours beau et chaud. Malgré nos espérances, la grisaille est tenace et le froid persiste en Syrie. C'est vachement beau, mais il fait hyper froid. Nous trouvons tous les soirs chaleur et réconfort dans un foyer syrien. Comme partout au Moyen-Orient, le thé accompagne chaque repas et le pain sert de cuillère. Nous découvrons avec bonheur nos premières saveurs syriennes. Malgré la barrière de la langue, l'accueil est immense et spontané. À chaque fois, et malgré leur insistance pour nous faire rester, nous repartons à l'assaut des routes, regonflés par tant de générosité gratuite. Aujourd'hui, la pluie incessante a pénétré les gaines, le freinage est difficile, les pneus s'usent et nous commençons à crever régulièrement. Au début, les réglages sont mal maîtrisés. Nous apprenons au fil des kilomètres à entretenir notre tandem afin d'éviter ces aléas qui nous sapent le moral. Nous entrons à Alep au milieu d'un balai de piétons, de taxis jaunes et de calèches. Alep a la réputation d'être la plus vieille ville au monde n'ayant jamais cessé d'être habitée. Dans son souk, le temps semble s'être arrêté il y a plusieurs siècles. Les techniques utilisées par les différents corps de métier semblent éternelles. Dans ces espaces exigus et saturés, la circulation est impossible. Nous sommes souvent bousculés par des ânes ou des travailleurs livrant de la marchandise.
C'est avec soulagement que nous quittons le bruit et l'agitation des villes syriennes pour le calme du désert et la douceur de l'oasis de Palmyre. Nous pédalons avec Mike et Sylvia, deux cyclotouristes suisses rencontrés 10 jours plus tôt en Turquie. Habitués au voyage à vélo au long cours, ils nous transmettent leur savoir méticuleux de la mécanique cycliste et leur sens inné de l'organisation. Dès la Jordanie, le vent nous tient trop souvent compagnie. Du matin au soir, il nous use, nous agace. Son bruit nous saoule et nous fatigue. Nous cherchons des tactiques pour lutter contre son souffle, mais rien n'y fait. Il nous bat toujours, inlassablement. Les lignes droites deviennent interminables et les kilomètres éternels. Ennemi numéro 1, le vent. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien loin. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le vélo, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera. Nous découvrons le désert du Sinaï en Égypte, sa rocaille aride et son immensité monotone. Ce paysage qui apparaît austère et sans vie, nous vivifie et nous abreuve de sa beauté. Nous y découvrons aussi les Bédouins. Ils sont les véritables acteurs de la préservation et du développement de la région du monastère de Sainte-Catherine. En haut du mont Sinaï, nous goûtons à l'essentiel en leur présence. Nous apprécions leur contact désintéressé. Là on est à une centaine de kilomètres du Caire et on est heureux parce qu'on a le vent dans le dos pour la première fois depuis 3 jours. Le long du Nil, le changement de paysage est radical. À l'approche du Caire, ville la plus peuplée d'Afrique avec ses 20 millions d'habitants, la circulation se densifie et le bruit des klaxons recouvre désormais celui du vent. La vie ici semble ne jamais s'arrêter. Dans ce tourbillon, les pyramides, immuables, surgissent au-delà des immeubles. Le spectacle est saisissant. Malgré le tumulte quotidien, les habitants nous ont touchés par leur disponibilité. Nous vivons avec intensité ces dernières rencontres avec le monde oriental. Nous pédalons doucement vers l'avion qui nous emmènera en Asie, en savourant ces derniers kilomètres sur cette terre si différente, tellement généreuse. En Thaïlande, nous donnons nos premiers coups de pédale dans la chaleur suffocante de Bangkok. Après quelques jours d'acclimatation au cœur de cette capitale, nous quittons les gratte-ciel pour nous retrouver rapidement au cœur d'une végétation luxuriante. Pour faire face à la chaleur, nos départs précèdent l'aube.
L'après-midi, les marchés locaux sont notre refuge contre les grosses chaleurs. Brochettes de viande, poissons, fruits exotiques, herbes fraîches se succèdent et embaument les allées. Le riz est omniprésent. Une fois cuit, la vapeur d'eau le garde au chaud dans des paniers en osier. Arrivés au nord de la Thaïlande, après 15 jours de tandem, nous longeons le fleuve Mékong pour atteindre le pont de l'Amitié et entrons au Laos. Cymbales et tambours résonnent dans Luang Prabang, l'ancienne capitale royale ancrée au milieu du pays. À l'aube, des centaines de moines arpentent les rues, gamelles à la main, pour recevoir de la part des habitants leur ration de riz gluant. Ils jeûneront ensuite jusqu'au prochain lever de soleil. Nous embarquons pour remonter le fleuve Mékong et rattraper une piste qui nous emmènera en Chine. Nous nous sentons ici dans un autre temps. Les villages traversés par la piste complètement défoncés sont très vétustes. Les maisons sont de paille et de bambou. Les enfants nous accueillent à grands cris. À chacun de nos arrêts, un joyeux attroupement se crée autour de notre drôle de machine. Au nord, nous retrouvons le goudron et entrons, un peu inquiets, dans l'Empire chinois. La récolte des pastèques bat son plein. Nous acceptons 2 larges tranches. Au fil des rencontres, notre appréhension nous quitte et nous apprécions de plus en plus le contact avec les Chinois. Nous entrons dans Kunming et nous nous fondons dans le flux de cette ville de plus de 3 millions d'habitants. Ça y est, là c'est clair, on a définitivement quitté la brousse et la jungle pour la montagne beaucoup plus aride. On est sur les premiers contreforts du Tibet. Plus de 20 minorités ethniques peuplent le Yunnan. À Lijiang, nous rencontrons le peuple Naxi. De la bonne viande de yak. Ça fait des super sandwichs. Nous entrons au Tibet. La route pour aller à Lhasa est interdite aux étrangers. Nous sommes ici des clandestins. Afin de ne pas être conduits à la frontière, nous bivouaquons tous les soirs et passons les barrages de police la nuit. Porridge, banane, chocolat. Tous les matins.
Au-delà de 3500 mètres d'altitude, le souffle se fait court. Pour éviter le mal des montagnes, nous posons le pied à terre régulièrement et nous buvons beaucoup d'eau. Nous sommes toujours récompensés au col par des vues absolument époustouflantes. Sur plus de 1000 km, la piste est défoncée et notre route vers Lhasa devient chemin de croix. Nous finissons nos étapes à bout de force. Une fois réfugiés sous la tente, les difficultés du jour s'effacent et nous réalisons à quel point nous sommes heureux d'affronter ensemble cette vie que l'on a choisie. On se réfugie sous la tente parce qu'il fait vraiment très froid. Demain on passe notre premier col à 5008 mètres. Une première. On est complètement cassé. Heureusement il nous reste un plat de pâtes qu'on avait acheté en Grèce quand même. On l'a traîné jusqu'ici. Maintenant on le mange. Vas-y, t'as qu'à finir. Ah, c'est bon. Nous ressentons ici un véritable fossé culturel et le contact avec les Tibétains est difficile. Nos tentatives d'entrer en relation sont souvent vaines. Alors quand on fait des courses, en général, on est accompagné. Tachidele. Dash nous prépare des raviolis. Je suis en train de faire le bouillon avec du beurre de yak. On vient de passer un col à 4400 mètres au Tibet et on est hyper content parce qu'il y a 250 km de descente qui nous attendent. Voilà, c'est de la piste mais bon, c'est quand même de la descente. Voilà un chantier chinois, les murets déjà complètement démolis, de la boue partout, c'est immonde. Les kilomètres de chantier chinois sont agonisants. Nous luttons sous la pluie, dans la boue et le froid. On n'est pas les seuls à galérer dans la boue. Voilà. Il nous reste à peu près 70 bornes de piste et après le goudron jusque là ça. Vivement. Nous évacuons tous les soirs les souffrances du jour. Nous vidons de notre tête la haine accumulée contre les cailloux qui nous infligent des vibrations en longueur de journée. Nous passons demain à 3 h du matin notre dernier poste de contrôle avant Lhasa. Coup de bol, pour une fois il fait beau. Les cimes sont dégagées. Dernier col à 5000 avant Lhasa. On est cassé. Toutes les prières posées par les Tibétains. À quoi ça sert de monter à col à 5000? Rien. Le Tibet en vélo, c'est pas de la tarte. Heureusement. C'est même plutôt galère. Heureusement on est deux. Le temps est dégagé et nous pouvons savourer notre victoire en admirant l'enchaînement des pics enneigés de l'Himalaya. Subitement, la neige refait son apparition au cours de la descente.
les variations brutales de climat constituent un aléa quotidien à 4500 mètres d'altitude. Quel temps de merde au Tibet! Pour commencer la journée, un petit café, ça permet de se réchauffer. Surtout quand il a neigé toute la nuit, ça pèle le matin. Donc on prend le petit déj dans la tente. Et après, branle-bas de combat. Ni hao! Petit sourire, Pauline? Voilà, ça y est. On roule dans la salle, hein, après 25 jours, 1400 km depuis Tchétchène. On est plutôt content d'être arrivé. Nous avons doublé sur la route des pèlerins qui viennent à pied sur des milliers de kilomètres en s'allongeant à chaque pas sur le sol. Ils finissent leur pèlerinage à Lhasa, où ils veillent à ce que les moulins de prière ne s'arrêtent jamais de tourner. Voilà, Lhasa, we made it. L'aventure continue, à bientôt. Le Tibet n'est plus un mythe pour nous. Nous avons frôlé ici plusieurs fois pendant 4 semaines nos limites physiques et mentales. C'est avec joie que nous attaquons la descente du plateau tibétain en direction du Népal. Le Népal nous étonne. Si près de la Chine et si différent. Dans la vallée de Katmandou, illuminée par le soleil, les sourires sont généreux. Un sentiment de paix se dégage dans les rues des cités royales qui habitent la vallée. Nous admirons une dernière fois le stupa de Bodhnath sous un ciel chargé du poids de la mousson qui se prépare. Nous quittons demain l'Asie pour d'autres aventures en Amérique latine. La panaméricaine longe le Pacifique du nord au sud de l'Amérique latine. Ces kilomètres rectilignes interminables sont balayés par le sable et fouettés par le vent. Nous décidons d'abandonner ce plat lassant et partons à l'assaut de la cordillère des Andes. La langue, enfin à notre portée, rend le contact avec les Péruviens très agréable. Nous profitons des marchés pour nous reposer en mangeant presque invariablement une soupe de poulet, un steak de lama et des pommes de terre. La tristesse qui se lit dans le regard des Indiens contraste avec l'entrain que provoque leur musique folklorique. Sur la Plaza Mayor de Cusco, la fanfare accompagne les fêtes de rue qui sont omniprésentes en Amérique latine.
a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y haz de tu adiós un ay mi amor y de tu seña una. Nous admirons au cœur de la cordillère des Andes les traces du prestigieux passé Inca, avant d'enchaîner à nouveau une série de cols au-delà de 4000 mètres d'altitude en direction de l'altiplano. On a franchi le plus dur de la cordillère des Andes. On vient de passer un col à 4003 et maintenant nous voilà sur l'altiplano. Comme son nom l'indique, c'est tout plat et c'est superbe. Le nez dans le guidon pendant des heures et des heures sur l'altiplano. On s'éclate. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu bandaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última. Nous gagnons le Chili par une petite piste éprouvante. Nous sommes au cœur d'une zone volcanique active et profitons de l'eau chaude naturelle pour nous laver. Y de tu seña una sonrisita y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo. Ça pèle le matin. Là, on casse la glace pour se faire chauffer un café et se réchauffer nous-mêmes parce qu'on est glacé. La température la nuit atteint couramment moins 20 degrés. Nous nous réfugions sous la tente avant 19 h et dormons jusqu'à 3 h du matin. Le froid nous empêche alors de dormir. Le bois pour nous réchauffer est introuvable à cette altitude et les premiers rayons de soleil vers 7h30 sont une bénédiction. La routine des bivouacs fait partie de notre quotidien et le rituel de montage et de démontage du camp est toujours le même. Chaque matin, l'expérience nous permet d'optimiser le rangement de chaque objet afin d'équilibrer l'embarcation. Un détachement matériel est nécessaire pour économiser nos forces. Ce qui semblait utile hier devient superflu aujourd'hui. Une chasse au poids régulière nous permet de maintenir un poids embarqué maximal d'une centaine de kilos. Pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, te vistas de que Là, on est sur le salar de Coipassa, au nord du salar d'Uyuni. En fait, ce salar-là est tout mouillé, donc on a attendu la nuit et les moins 20 degrés pour que ça gèle. Et là, on va essayer de le traverser. Ça a l'air à peu près sec. C'est splendide. Tu filmes là ? Ouais. Il est temps de traverser parce que déjà ça fond. On s'enfonce pas mal.
Ici c'est calme, hein. Sur le Salar de Uyuni, pique-nique au calme. Nous n'entendons que le craquement du sol sous nos pneus et la plainte du pédalier attaqué par le sel. Les quelques îles qui viennent casser la ligne d'horizon sont un réconfort psychologique dans cet enfer blanc. Le long de la piste, nous traversons des villages en ruine. L'eau est rare et nous ne manquons jamais l'occasion de remplir notre réserve supplémentaire de 10 litres. Pauline veille à maintenir des niveaux d'intendance suffisants. Grâce à sa vigilance, nous n'avons jamais manqué de ces précieux carburants sans lesquels il nous est impossible d'avancer. Nos roues s'enfoncent et nous sommes obligés de pousser notre charge plusieurs fois par jour à la recherche d'un sol plus dur. La progression sur piste est délicate. Jacques guide le tandem avec prudence, tentant d'éviter les chutes. Il sait la confiance que je lui accorde dans cette tâche difficile. Après plusieurs mois à 4000 mètres d'altitude, nous savourons notre descente des Andes vers l'Argentine. Nous filons au creux d'une succession de quebradas, vallée très étroite, encaissée entre les chaînes de montagnes. Les multiples couleurs de la roche varient avec la position du soleil et rendent la descente inoubliable. Ce décor de cinéma cède la place à la Pampa argentine, où nous enchaînons plus de 300 km de lignes droites interminables. Les rencontres en Argentine sont simples et généreuses. Après avoir organisé une fête en notre honneur, un groupe de cyclistes nous accompagne sur nos derniers kilomètres en Amérique du Sud. Depuis Lisbonne, nous filons plein nord et nous laissons guider par la fameuse coquille jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, de retour en Europe depuis 15 jours. On est maintenant sur le chemin portugais. Depuis Porto en fait, jusqu'à Saint-Jacques, et on devrait arriver à Saint-Jacques aujourd'hui pour finir jusqu'en France par le chemin français. On est au poulet au Porto de Pollo. Ça sert à rien d'aller dans l'Himalaya, hein. Les Pyrénées c'est pire. Pas vrai? Ouais. Bref, c'est l'horreur quoi, l'école dans les Pyrénées. Ça pèle. Le film de notre voyage se déroule dans notre tête le long des derniers kilomètres. Il n'y a pas eu de jour facile. Nous avons dû affronter les caprices de la météo, les dénivelés, les crevaisons, l'accumulation de fatigue.
nos limites n'étaient pas physiques, mais psychologiques. En cultivant l'humour et l'enthousiasme à chaque instant, le corps a toujours suivi. On vient de passer le dernier col des Pyrénées. Avant la France. Il y a du vent. Dans l'école et dans les intempéries, dans la lassitude et la souffrance physique, nous avons puisé nos forces dans les rencontres brèves mais toujours intenses. Se réveiller tous les matins pendant 14 mois, sans savoir où l'on va dormir le soir, force à l'abandon et à la confiance. Les centaines de personnes qui nous ont ouvert leurs portes et leurs cœurs nous ont donné chaque jour l'envie d'aller plus loin. Yeah.